Beaucoup pour ta participation aujourd'hui à la présentation et discussion de ton ouvrage sur la politique française de coopération. Je t'aide, moi non plus, édité chez l'Harmattan, comme tu l'as dit. Un ouvrage quand même assez impressionnant de plus de 600 pages, un travail gigantesque qui, je trouve, part dans les racines de la coopération française depuis la décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de comprendre vraiment dans quelle situation de dépendance nous nous trouvons dans ce système de coopération aujourd'hui. Donc, si vous en êtes d'accord, Philippe, tu peux nous présenter ton ouvrage et tout à fait avec le temps que tu souhaites. Il n'est pas question de présenter ça en 5 minutes parce que c'est tellement dense et important qu'il te faut du temps. Et puis ensuite, bah, les uns les autres, nous réagirons et discuterons, commenterons tes propos. Voilà. Donc, pour que peut-être tout se passe bien, le mieux, c'est que nous éteignions nous-mêmes nos micros et puis nos vidéos. Je crois que ça, la bande passante va plus vite, sauf toi, Philippe, évidemment, et peut-être Flore, si c'est toi qui a la main. Voilà. Donc, Philippe, alors, est-ce que Philippe, tu as un PowerPoint à présenter ou tu... Non, Non, d'accord, ok. Donc, pas de souci. voilà, donc je peux commencer. Voilà. Oui, oui, sans problème. Merci Jean-Jacques. Merci pour cette invitation. Et voilà merci pour le temps également que vous m'accordez. Donc, le livre est bâti sur la remise en cause de deux poncifs concernant l'aide au développement. Tout d'abord, le binôme solidarité-intérêt, un binôme qui renvoie enfin en tout cas, c'est la première référence que j'ai trouvée, hein, qui renvoie au livre d'Albert Sarraut, le ministre des colonies, je crois dans les années 1920, qui écrivait qu'il s'agissait de concilier le cœur et la raison, le devoir et l'intérêt. Alors, il est intéressant d'ailleurs de remarquer que ces termes sont repris textuellement par Giscard d'Estaing dans un discours à Bangui en 1975 et par Alain Juppé dans son rapport sur le projet pour la coopération, etc., dans les années 90. Alors, est-ce que ce sont des éléments de langage d'une partie de l'échiquier politique? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais étonné de retrouver exactement les mêmes termes. On retrouve d'ailleurs ce balancement jusqu'à la loi du 4 août 2021 sur l'aide au développement. Cette loi qui s'intitule Développement solidaire et qui annonce assez rapidement que l'aide publique au développement relève de la politique étrangère, ce qui, évidemment, renvoie à l'intérêt. Voilà, donc ce balancement solidarité-intérêt est constant dans l'histoire de l'aide. Le second poncif est l'aide envisagée comme un flux unilatéral d'un pays donateur vers un pays receveur. Donc voilà les deux poncifs auxquels je me suis attaqué pour montrer, bien sûr que l'intérêt écrase la solidarité, et deux, qu'il ne s'agit pas d'un flux unilatéral, mais d'un échange. Alors, je vais m'arrêter sur 4 ou 5 points, je ne sais plus trop, oui, 4 points qui me semblent les plus importants, en tout cas, qui à mes yeux, sont à prendre en compte quand on étudie l'aide publique au développement. Le premier point est relatif à cette tension solidarité-intérêt, mais je ne vais pas m'y arrêter précisément parce que c'est quand même très connu, mais ça va surtout m'amener à aborder le problème des sources. Donc, cette tension solidarité-intérêt, elle est évidente et bien sûr, elle n'est jamais quantifiée. On ne dit jamais de quel côté le plateau de la balance penche le plus
où on ne dit pas si c'est équivalent, etc. Enfin, on peut supposer d'une certaine façon que c'est un peu équivalent. Bon, pour moi, il était évident que le plateau de l'intérêt écrasait celui de la solidarité. Bon, vraiment, ça me semblait très évident. Le fait d'assister à un certain nombre de colloques, de réunions, où j'entendais dire par les voies officielles que ce n'était pas le cas, que la solidarité était bien présente, finalement, m'a amené, je pense, à écrire ce livre. Hein, parce que moi, il me semblait que c'était tellement loin de ce qui m'apparaît être la réalité que j'ai voulu pour reprendre le terme utilisé par Jean-Jacques dans la recension sur le livre dans la revue Monde en développement, pour tenter de prouver, hein, pour essayer d'amener la preuve. Alors, bon, évidemment, on ne peut jamais vraiment le faire, mais en tout cas, amener le maximum d'éléments qu'on était bien dans une situation, hein, voilà, où l'intérêt est largement prédominant. Alors, pour ce faire, j'ai essayé de trouver des sources le plus irréfutable possible, à savoir les archives où j'ai passé un certain temps et où j'ai eu notamment accès aux archives présidentielles de Valéry Giscard d'Estaing à, c'est pas la Courneuve, c'est l'autre endroit, à Pierrefitte, voilà, Pierrefitte-sur-Seine. Alors, Giscard m'a donné accès à un certain nombre de cartons, sauf aux cartons sur la Centrafrique. Hein. J'ai également donc utilisé ces entretiens réunis par les étudiants pendant une dizaine d'années, plus de 1000 entretiens. Hein, donc, évidemment, un ensemble d'éléments, de sources qui était tout à fait intéressant. La principale conclusion et leçon de toutes ces sources, pour moi, a été la continuité. J'ai remarqué qu'à 60 ans d'intervalle, on retrouvait les mêmes idées, parfois les mêmes mots. C'est tout à fait surprenant. Par exemple, sur le FASEP, c'est très étonnant. On a vraiment l'impression qu'il s'agit de presque des mêmes termes à 60 ans d'intervalle. Sur le taux de retour également, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir par rapport aux sources, c'est que finalement, je n'ai fait que donner la parole à ceux qui font la coopération. Hein, puisque parfois on présente ce livre comme un brûlot, c'est la présentation de Jeune Afrique, mais en fait, puisque moi, à travers les étudiants, ce sont ceux qui ont été interviewés à l'AFD, au ministère, qui parlent, et je leur donne évidemment beaucoup la parole. Hein, je fais de longues citations pour, oui, pour bien montrer comment expliquent ceux qui font la coopération, comment ils l'expliquent. Alors, ce sera l'occasion eh bien, de souligner l'omerta, le climat, de ce climat d'omerta qui règne en la matière. J'ai été très, très surpris parce que quoi de plus vertueux que l'aide au développement, que la coopération? Et finalement, je me suis aperçu, à travers ce que les étudiants m'ont dit, qu'ils avaient bien souvent pour consigne de rendre anonyme ce qui avait été dit. Et une étudiante a même été rappelée par la personne qu'elle avait interviewée une semaine après l'interview. Cette étudiante m'a bien dit attention, ne citez pas, pardon, la personne qui a été interviewée a rappelé l'étudiante en disant ne me citez pas, sinon mon contrat risque de ne pas être renouvelé. Voilà. Alors, j'ai constaté que cette ambiance se poursuivait, puisque cette année, j'ai encore donné du travail aux étudiants, un peu dans le même sens. Et dès que les interlocuteurs de l'AFD demandaient mais pour qui posez-vous toutes ces questions, alors dès qu'on apprenait que c'était pour Marchessin, c'était compliqué et les étudiants m'ont dit qu'ils avaient des difficultés pour avoir des entretiens. Voilà. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'identification de logique. Ce qui m'a semblé intéressant dans ce travail, c'est que lorsque j'ai étudié la décision en matière de coopération et que j'ai identifié trois strates, à savoir le président,
les ministères et les ministres et hauts fonctionnaires, je me suis aperçu qu'il y avait des logiques qui traversaient ces trois étages. Ces logiques formaient et forment un ensemble cohérent on retrouve dans le livre un certain nombre de tableaux sur, notamment sur les ministres, hein, le parcours des ministres avant et après leur passage au ministère. Il y a également, en ce qui concerne les ministères et les présidents, des développements qui montrent que l'on est dans dans un certain nombre de logiques, hein, à savoir l'économie, la diplomatie, le culturel, etc. Alors, par exemple, concernant les présidents, à travers la diplomatie économique et ses déclinaisons, hein, notamment depuis 2013 avec Laurent Fabius, la diplomatie culturelle, et écologique, scientifique, agricole, et j'ai même trouvé récemment numérique, sportive, etc., etc. En ce qui concerne les ministères, là aussi, pour parler des ministères les plus importants, le ministère des Affaires étrangères avec l'influence, c'est tout à fait clair, et je donne un certain nombre de témoignages à ce sujet, d'entretien. Et puis, concernant Bercy, évidemment, une logique d'économie, au sens où j'économise mes sous, c'est le budget, la direction du budget, et une logique de retour sur investissement avec ce que fait le Trésor. Et concernant les autres ministères, bien, il y a évidemment une logique qui concerne leur spécialité, bien entendu, à l'environnement, on pense environnement, etc., etc. Alors, le problème que j'ai rencontré, c'est que je n'arrivais pas à identifier une logique de solidarité. Alors ça, c'est quand même le comble, puisqu'on est quand même dans un domaine où la solidarité, en tout cas d'après ce qu'on nous annonce, est bien présente. Eh bien non, enfin moi je ne l'ai pas trouvé, ou à peine. Et ça, c'est encore plus important et plus flagrant depuis qu'il n'existe plus de ministère de la coopération, en tout cas de ministère autonome, et voire même depuis le quinquennat de Macron, dans la mesure où ce sont les deux tutelles, Affaires étrangères et Bercy, qui sont prépondérantes, hein, puisqu'on nous dit que finalement le nouveau ministère, c'est l'AFD. Oui, mais attention, puisqu'on a affaire à des logiques administratives qui sont celles que j'ai énoncées tout à l'heure, à savoir l'influence ou le retour sur investissement en ce qui concerne les deux tutelles de l'AFD. Le troisième point que je voudrais souligner concerne les non-dits. Alors, concernant les non-dits, il y a trois modes opératoires dont on parle peu, voire très peu, peut-être en dehors des cercles très informés, des spécialistes et de ceux qui s'intéressent à la question, bien évidemment. Mais si je prends les articles consacrés à l'aide au développement ou à la coopération, ce sont des thèmes que j'ai peu rencontrés et qui sont pourtant très importants. Tout d'abord, la politique de l'offre. Dans les entretiens, c'était tout à fait éclatant et très représentatif. La politique de l'offre est bien présente. Et même après la déclaration de Paris de 2005, avec même des comportements de plus en plus sophistiqués, notamment tel interviewé qui expliquait comment il suggérait à son interlocuteur le terrain où il voulait le voir venir. Hein, donc voilà, c'est quand même assez fin, mais on est vraiment toujours dans ce domaine. Et j'ai retrouvé dans un papier récent de Thierry Vircoulon sur l'Union européenne le même type de comportement. Deuxième mode opératoire, le taux de retour. L'expression n'est pas très souvent utilisée, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater dans les articles grand public.
mais dès qu'on compulse les archives ou qu'on écoute les intéressés, eh bien, quand on leur pose la question, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très important. Et on le retrouve tout au long de l'histoire de l'aide. Là, dans le paragraphe correspondant, j'ai montré que c'était vraiment une constante depuis les années 60. À ce sujet, je pense qu'il y a, malgré la transparence que l'on nous annonce et dont on nous dit qu'elle fait partie de la politique actuelle et depuis quelques années, malgré cette transparence, je pense qu'il y a une régression parce que je n'ai pas retrouvé l'équivalent de l'étude de la CEDES menée dans les années, enfin 1980, 80, 81, 82. Je n'ai pas retrouvé l'équivalent actuellement. Troisième mode opératoire qui me semble intéressant, c'est l'aide déliée, qui, à mon avis, fait l'objet d'une présentation tronquée. Là, je fais référence au livre de Severino, qui apparaît comme, un peu comme le livre de référence de l'aide publique au développement, hein, le petit livre publié chez La Découverte, où Severino nous dit que l'aide déliée est un progrès par rapport à l'aide liée en matière de développement, d'accord? Et il conclut en disant que la France fait beaucoup d'aides déliées. Et ça s'arrête là. Alors là c'est quand même gênant parce que quand on creuse ce thème de l'aide déliée, on s'aperçoit qu'elle est plus rentable que l'aide liée, bien souvent, dans la mesure où elle permet de prendre les aides qui se trouvent dans le pot commun. En tout cas, là, j'ai présenté aussi un certain nombre d'entretiens qui sont tout à fait clairs. Le paroxysme, me semble-t-il, du non-dit, qui apparaît même comme de la duplicité, c'est le problème de la lutte contre la pauvreté. Et ça me semble quand même très, très important, dans la mesure où le premier objectif de l'aide au développement est la lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, là, j'ai retrouvé les documents préparatoires du document cadre de coopération publié en 2011, où les rédacteurs, enfin, ou en tout cas les parlementaires qui avaient discuté de cette question, avaient mis la lutte contre la pauvreté en troisième ou quatrième position dans les objectifs de l'aide. Et dans la rédaction finale, la lutte contre la pauvreté revient à la première place. Oui, ben on peut dire c'est la moindre des choses hein, quand on travaille sur l'aide au développement. En tout cas, dans tous les grands textes, on nous annonce que, et même dans les textes annuels tels que le bleu budgétaire ou le document de politique transversale, dans tous ces documents, on nous annonce que vraiment l'objectif essentiel, le premier objectif de l'aide est bien la lutte contre la pauvreté, voire, nous dit-on, contre la pauvreté extrême. Alors, moi, j'ai essayé de vérifier si c'était bien le cas à travers l'étude aussi bien du FIDES que du FAC, du FSP, qui était présenté comme le cœur de l'aide à l'époque où il a été mis en place, le FASCS et le FSPI actuellement. D'ailleurs, à ce sujet, on peut se poser des questions sur ce nombre important de sigles. On se demande pourquoi on doit changer d'instrument aussi souvent, alors que le problème auquel est censé s'attaquer ce genre de fonds n'est pas réglé. Le problème de la pauvreté n'est pas réglé et on change tout le temps, enfin en tout cas souvent, de dénomination et même ça frise le ridicule. Quand on regarde de près ce que signifie, ne serait-ce que si on regarde ce que signifie FSPI, c'est le fonds de soutien enfin, oui, aux projets innovants, aux sociétés civiles, au développement humain, à la francophonie. Bon, tout ça pour 70 millions, et c'était beaucoup moins auparavant. Bon, en tout cas, avec 70 millions, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire pour tous ces thèmes. Or, quand on... Alors, donc, annonce donc de lutte contre la pauvreté. Et quand on regarde certains tableaux qui nous montrent le résultat, eh bien, je pense à la revue des pairs du CAD de 2018. Un tableau nous montre que
l'éducation de base et la santé primaire ne totalisent à elles deux que enfin, chacune 1 à 2% de l'aide. Donc, ce qui est ridiculement faible. Alors, évidemment, quand c'est l'éducation ou la santé, on annonce des pourcentages plus importants. Mais quand on regarde l'éducation de base et la santé primaire, là, on est très, 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 très bas. Et bon, ben, là, manifestement, il y a un problème, hein, clairement. Pire, je me suis aperçu que l'aide avait tendance à aller vers les plus riches. Bon, ça, c'est très connu, hein. Quand on prend les 10 premiers receveurs, on voit bien que les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure et tranche supérieure, ont pris largement le dessus depuis un certain nombre d'années par rapport au PMA ou au PFR. Mais ce qui est vraiment très étonnant, c'est quand on regarde par exemple dans le détail certains exemples. Moi, je pense au Gabon en 1973. Le Gabon, après l'augmentation des prix du pétrole, s'enrichit considérablement. Et je m'attendais, en consultant les archives, je m'attendais à voir l'aide baisser, puisque ce pays s'enrichissait vraiment énormément. Non, l'aide augmente en 1973 au Gabon. Et un étudiant, récemment, là, il y a un mois, m'a montré qu'au Mozambique, en 2012, après les découvertes de gaz, bon, même si ce n'est pas encore vraiment pas exploité, hein, bon, en tout cas, l'aide augmente également en 2012 au Mozambique, hein, ce qui est quand même surprenant. Donc, oui, eh ben, clairement, l'aide ne va pas aux plus pauvres, l'aide est un investissement. Et, alors évidemment, hein, entre ce qui est annoncé et réalisé, ce n'est pas du tout la même chose, mais comment s'en étonner quand on lit les deux interviews qu'Emmanuel Macron a données récemment sur le sujet, sur l'aide et sur l'Afrique, dans le bouquin de Glaser et dans le journal du dimanche. Eh bien, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron évoque l'aide, mais ne parle jamais, enfin, ne prononce jamais le mot de pauvreté. Bon, alors quand on reprend le livre de Mikhaïlov, le rapport Avis de 1993, et qu'on voit à la fin du rapport ce qu'écrit Philippe Blim, qui avait constitué avec Bayard et d'autres un groupe pour essayer d'améliorer l'aide, pour aller dans le sens que j'essaie d'indiquer, eh bien, on s'aperçoit qu'on a fait du surplace, enfin, à mon avis, rien n'a évolué depuis, depuis, oui, puis même avant. Bien. Voilà, donc quatrième et dernier point, l'aide échange, hein, c'était ce second pensif que j'évoquais tout à l'heure. L'aide étant présentée comme un flux unilatéral. Alors, j'ai bien regardé, mais ce que font toutes les définitions, hein, toutes les définitions que j'ai pu trouver de l'aide montrent que c'est donc un flux d'un donateur vers un receveur. Alors, ce qui n'est pas faux, mais incomplet. Il manque la moitié de la définition. Donc là, bon, il me semble qu'il y a une erreur dans toutes les définitions, hein, dans la mesure où il y a une réciprocité. Et je reprends d'ailleurs ce que disait De Gaulle. De Gaulle disait il n'y a pas de coopération si ce que nous apportons ne comporte aucune contrepartie. Donc là aussi, j'ai essayé d'illustrer au maximum en présentant une soixantaine de pages de tableaux. Donc, depuis 1965 jusqu'à maintenant, j'ai essayé de montrer avec un maximum d'exemples que l'aide n'était pas ce flux, mais bien cet échange. Alors, j'ai pris beaucoup d'exemples du journal de l'Élysée, hein, parce que il est très difficile de trouver des témoignages d'entretien en tête-à-tête entre chefs d'État, c'est impossible. Donc, j'ai pris ce que j'ai pu, et à ce sujet, le journal de l'Élysée est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce sont vraiment des archives très intéressantes, en tout cas les plus riches, me semble-t-il.
Alors évidemment, on pourra toujours reprocher d'avoir peut-être trop utilisé cette source, mais c'était la plus riche. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors cela, évidemment, amène à parler de partenariat, hein, puisque j'évoque ce thème de l'échange, qui, alors encore une fois, qui devrait être pris en compte, me semble-t-il, dans une nouvelle définition de l'aide, puisque celle qui existe n'est pas satisfaisante. Alors, cela m'amène à parler de partenariat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'actualité, et je terminerai par là. C'est l'actualité puisqu'on nous parle de nouveaux partenariats. Euh, le terme, me semble-t-il, est mal choisi. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis cette année. Ça fait longtemps qu'on parle de partenariat. Je me rappelle que Sarkozy en parlait aussi avec l'Union pour la Méditerranée. Mais actuellement, c'est vraiment très, très, très clair. Il y a énormément de discours, d'articles sur ce nouveau partenariat. Alors, le terme est mal choisi parce que le partenariat suppose une relation d'égalité ou de relative égalité. Alors, c'est peut-être le cas avec les grands émergents, mais ce n'est en tout cas pas le cas avec le pays moyen avec lequel on peut coopérer en matière d'aide au développement. C'est la même chose pour ce fameux nouveau paradigme dont on nous parle depuis une année environ, en nous disant, en tout cas ce sont les responsables de l'aide qui nous disent que dorénavant on ne fera plus pour l'Afrique, mais avec l'Afrique. Alors c'est très intéressant, hein, puisque c'est ce que certaines ONG qui travaillent de manière très sérieuse, me semble-t-il, depuis très longtemps, essaient de faire. Sauf qu'on se pose la question, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est un élément de langage? Bon, moi je penche pour la seconde hypothèse, en remarquant que dans le débat budgétaire cette année, donc de l'automne dernier, il n'y a pas eu un mot de ce nouveau paradigme. Alors, un nouveau paradigme, c'est quand même pas tous les jours. Et si on n'en parle pas lors de ce débat budgétaire qui est le moment important de l'année où on aborde l'aide au développement, alors je ne sais pas quand on va en parler. En tout cas, si on lit de manière plus précise ce qu'ont déclaré aussi bien Rémi Rioux que Michel Miraillet, qui est le directeur général de la mondialisation au MAE, lors du colloque d'expertise France, c'était à l'automne 2020, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a là une remise en cause de la dimension solidarité derrière le discours on est tous en développement depuis 2015 avec les ODD. Et d'ailleurs, quand on poursuit l'actualité, on s'aperçoit qu'il y a d'autres contradictions qui confirment ce que je viens de dire, notamment tout d'abord lors du Conseil national de développement, cette nouvelle structure qui a été créée récemment et dont la première réunion a eu lieu en décembre 2021, il est décidé de doubler le nombre d'experts, ce qui ne colle pas avec ce fameux nouveau paradigme, hein, puisque l'expert n'est pas celui qui fait avec, mais c'est celui qui sait. Hein. Alors, le coopérant, cum operare, oui, et faisait avec, hein, mais bon, avec toutes les limites que l'on connaît bien. Mais en tout cas, l'expert n'est sûrement pas, me semble-t-il, hein, celui qui fait avec. Bon, là, je pense qu'il y a une contradiction. Seconde contradiction, et je finirai avec ça, c'est ce qui est écrit dans la loi de 2021. Je cite, la France s'engage à soutenir en priorité les agricultures familiales et paysannes de façon à permettre aux populations de retrouver une autonomie alimentaire. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron a souligné l'importance de l'autonomie dans la phase de Covid. Hein, il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Pardon. Or, un entretien réalisé à l'AFD a montré que l'AFD ne finance pas les petits projets de type ferme-école. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la ferme de Kaïdara au Sénégal, mais ça illustre particulièrement bien ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire une petite structure qui forme des jeunes de la région à l'agriculture
écologique, etc. Eh bien, l'interlocuteur a répondu à l'étudiant qui lui posait la question, mais pourquoi est-ce que vous financez ce genre de structure? Il a répondu non, c'est trop petit et on met autant d'énergie à instruire un petit qu'un grand projet. Euh, donc, on ne va pas perdre de temps, entre guillemets. Et ensuite se pose également le problème du remboursement, hein, puisqu'on oui, on sait bien que l'AFD finance plutôt des grosses structures et avec des volumes financiers importants. Et bien sûr, bon, oui, l'AFD étant une banque, ça ne peut pas trop coller. Alors là aussi, il y a quand même un grand problème, puisque avec la situation actuelle où on sait que l'emploi des jeunes est une vraie question et où on sait que 8 pauvres sur 10 se trouvent dans les zones rurales, ça pose quand même problème, me semble-t-il, qu'une structure telle que l'AFD ne finance pas ce genre de projet qui me semble tout à fait vertueux. Pardon. Bon, pardon. Je vais m'arrêter là parce que je commence un peu trop à tousser. Donc, voilà, je vais arrêter. Puis, je pense que j'ai parlé assez longtemps. Merci. Oui, merci beaucoup, hein, Philippe. On va te laisser reprendre ton souffle et ta voix. Merci. Écoute, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'à la fois tu pars dans l'histoire et puis de la situation actuelle et de toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Euh, sans aucune polémique, un ami, un ancien haut fonctionnaire à l'AFD, qui a pris sa retraite maintenant, m'a dit on est embourbé à l'AFD, il faut décoloniser l'aide. Il me disait ça d'une manière non polémique, mais il observait vraiment qu'on était plutôt et tout le temps, comme tu l'as dit toi-même, dans une stratégie de construction d'offres bien éloignée de tous les discours des années 2015, etc. etc. Avant de passer la parole aux uns et aux autres, moi, il y a deux points qui me... Mais je te l'avais déjà dit, on en avait déjà discuté, mais que j'aimerais revoir un peu ensemble. Le premier point, parce que ça m'a touché comme ancien du CIRAD, c'est quand même cet écart qu'il peut y avoir entre la production au niveau de la recherche et puis les décisions politiques. Là, tu as pris l'exemple de la transition agroécologique, du soutien à l'agriculture familiale. Il y a eu de la part du CIRAD, mais des dizaines et des dizaines de rapports sur cette question-là. Il y a eu l'année de l'agriculture familiale, enfin tout le blabla. Et puis dans la réalité de la mise en œuvre des projets financement de projets vraiment pour l'agriculture familiale, c'est vraiment peanuts, quoi. Il y a un écart très important. On a l'impression qu'il y a une production scientifique d'un côté qui fait des analyses, des diagnostics qui sont très clairs, et puis de l'autre côté, des prises de décision qui ont leur propre logique, leur propre autonomie de décision, comme tu l'as dit d'ailleurs toi-même, liées à des influences, à des logiques d'intérêt, des logiques de diplomatique. Alors c'est vrai que maintenant on met la sauce diplomatie à tout et n'importe quoi, etc., etc. Bien. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas ce que pensent aussi les autres collègues de cette question-là. Le deuxième point qui a été effectivement relativement peu développé dans ton livre, c'est le rôle qu'ont les ONG en France qui essayent quand même de construire un partenariat. Je pense à tous les bureaux associatifs, Vétérinaires sans frontières, enfin l'IRAM, etc., etc. Et ils font quand même un travail de terrain qui sort quand même des logiques administratives et des logiques de ministère. Mais comme tu le dis toi-même, j'ai l'impression que certes, ça fait pour chacun de ces petites ONG des budgets importants à gérer, ça c'est évident, mais l'impact qu'on va retrouver sur le terrain, il est quand même extrêmement extrême, il reste assez faible, quoi, puisque dilué dans des masses de milliards. Et donc, c'est la même chose. On se demande si finalement il n'y a pas des logiques de financement d'ONG par l'AFD, par l'Union européenne, par la GIZ, etc., etc., qui, qui cachent finalement d'autres logiques beaucoup plus rouleau compresseur, beaucoup plus fortes, manipulant et recherchant finalement la diplomatie d'abord, les alliances, les intérêts, enfin bon, voilà. Mais ça, c'est un petit peu mon commentaire question. Peut-être que les uns les autres, si vous souhaitez, parce que là, mes commentaires n'appellent pas de réponse de ta part tellement, mais peut-être une discussion de... Donc, c'est ouvert.
pour qui veut. Peut-être que vous ouvrez votre... vous ouvrez votre... oui, Jean? Oui, Non, j'ai passé. peut-être oui, une question, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas lu le livre encore, je n'ai pas eu ce plaisir que je la pose, elle est peut-être dépassée, mais en tout cas, au regard de ton intervention orale, Philippe, donc tu parles des ambiguïtés, des ambivalences, voire de la duplicité côté français. Est-ce que tu étudies du côté des gouvernants bénéficiaires de cette aide, entre guillemets? C'est-à-dire le jeu, les avantages qu'ils peuvent tirer, politiques et autres, qu'ils peuvent tirer de cette aide qui n'est pas vraiment une aide. Philippe, vas-y. Micro, Voilà, Philippe. oui, ça y est, j'ai remis le micro. Oui, en fait, oui, bien sûr. J'en parle notamment lorsque j'évoque l'aide échange, évidemment, hein, puisque je pars du principe que les gouvernements des pays receveurs sont tout autant impliqués dans cette mauvaise gestion, bien souvent, de l'aide, puisque ils, ils, bah oui, ils en profitent directement, ou indirectement. Euh, bon, évidemment, c'est c'est peut-être plus compliqué pour moi, puisque c'était plus compliqué, puisque les archives, enfin les sources que j'ai utilisées euh, venaient évidemment plutôt d'ici. Donc, quand il a été possible d'étudier ce qui se passait chez les receveurs, évidemment, je l'ai fait. Je l'ai fait encore une fois, me semble-t-il, hein, dans la seconde partie du travail. Mais l'objectif, c'était quand même d'étudier l'aide publique au développement de la France. Euh, et cette aide publique au développement, elle est déjà conséquente, elle est complexe à étudier. Donc, c'était difficile, hein, et puis, ça rejoint un peu ce que disait Jean-Jacques hein, concernant les ONG, hein, puisqu'on parle bien d'aide publique au développement. Donc, j'en ai parlé dans la conclusion des ONG, mais c'était pas vraiment l'objet principal du travail. Euh, mais bon, pour répondre à Jean, oui, j'ai parlé, bon, par exemple, à travers l'aide budgétaire. Hein, l'aide budgétaire qui permet aux gouvernements qui reçoivent l'aide, finalement, d'en faire un peu ce qu'ils veulent, bien souvent. Merci. Oui, moi j'aurais une question aussi. Claire, oui, Ah, pardon. Non, vas-y. Oui, bon, voilà. Donc d'abord, merci hein, pour votre présentation très, très stimulante. Et puis, bon, ça donne vraiment envie de lire le livre. Je pense que c'est le but, non? Oui, oui. Et je voulais donc vous demander, enfin, plutôt rebondir donc par rapport à une de vos remarques sur le fait que l'aide n'atteint pas forcément les pays les plus pauvres. Et qu'on constate qu'il y a beaucoup de l'aide, une partie importante de l'aide qui va vers les pays à revenus intermédiaires. Je voulais vous demander en fait si c'était vrai aussi quand on regarde l'APD par rapport au PIB des pays bénéficiaires. Parce qu'en fait, bon, il y a aussi la question derrière de la capacité d'absorption de ces pays. Est-ce qu'il faudrait vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des limites à l'aide qu'on peut donner aux pays les plus pauvres? Et donc, est-ce qu'on risque pas, bon, il y a eu pas mal de travaux hein, sur ces questions-là, est-ce qu'on risque pas donc de déstabiliser en fait leurs économies? Alors évidemment, il y a eu pas mal de choses sur les aspects financiers, donc sur cette capacité d'absorption, mais on peut citer aussi le problème de l'indépendance des politiques publiques. Alors, est-ce qu'il y a, ça pose la question aussi, est-ce qu'il y a comment dire, des modalités de l'aide publique au développement qui seraient moins
problématique qui serait moins, qui poserait moins de problèmes donc aux pays qui les reçoivent, qui la reçoivent. Oui. Bon, moi, je pense quand même qu'on pourrait, faire bien plus. Ben, on parlait des ONG tout à l'heure. Je sais que plusieurs ONG ont indiqué qu'elles étaient capables d'absorber plus de fonds et que finalement ce que le gouvernement donne, on est, alors, on a parlé de doublement de l'aide aux ONG et on est parti, je crois, d'une quarantaine de millions. Donc ça ne faisait jamais que 90. On est actuellement, je crois, à 100, 110. Et je me souviens qu'il y a 2-3 ans, un député avait proposé de passer de 100 à 104 et l'amendement a été refusé. Alors que par ailleurs, ben, on sait très bien que l'aide augmente considérablement et qu'on est à plusieurs milliards. De toute façon, ce n'est pas un problème de quantité, mais de qualité, hein, puisque dans les années 60, on avait même dépassé les 1% et bon, on n'a pas vu de résultats spectaculaires. Hein. Il est vrai qu'à l'époque, plus de la moitié de l'aide allait vers les dom-toms. Mais bon, moi, enfin, si vous voulez, moi je ne suis pas spécialiste des capacités d'absorption de telle ou telle économie. Moi, je n'ai pas travaillé vraiment la question, mais il me semble que quand même, on pourrait faire beaucoup plus pour les petites structures agricoles dont on parlait tout à l'heure. Jean-Jacques en a parlé et apparemment, beaucoup de travaux vont dans ce sens. Donc, pourquoi ne pas faire plus alors que les besoins existent, hein, puisque un étudiant de notre master est allé faire un stage dans cette ferme école de Kaïdara qui a besoin de fonds. Hein, et il me disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour construire des chambres pour accueillir les étudiants de la région qui venaient se former. Donc, il y a des besoins. Si vous voulez. Alors, bon, moi, sans retomber forcément de manière générale dans le small is beautiful, hein, des débats anciens, mais voilà, moi il me semble qu'on on ne déstabiliserait pas les économies. Alors, ce n'est peut-être pas indispensable. Enfin, ça se joue sur des montants qui ne sont peut-être pas très très importants, mais qui pourraient être beaucoup plus que ceux qui le sont actuellement. Francis? Non, mais je crois que Marc avait demandé aussi, ou Michel. Pardon. Allez-y. Marc, Michel. Ah, c'était Michel. Michel, vas-y, c'est toi qui voulais prendre. Vas-y, Michel. On t'entend pas. Micro. Le micro, Michel. Vous entendez là? Bon, ça oui. Le rouge a l'air parti. Bon, ben, je disais merci Philippe pour cette intervention et j'ai plaisir à te voir. Oui. D'autre part, un des objectifs, comme le disait Claire, c'est de faire lire ton bouquin. Il est donc, grâce à toi et à ta présentation, remonté d'un cran dans la pile des bouquins à lire, de plus d'un cran d'ailleurs. Mais je voulais juste, pour ne pas faire traîner le débat, faire une remarque et te poser deux questions. La remarque, c'est que je suis, bon, c'est sans doute un effet d'âge, mais on n'a pas tout à fait, mais presque le même. Je suis fasciné par ce que tu as montré, c'est-à-dire cette impression de surplace que l'on a pour ceux qui s'intéressent à ces questions depuis les origines. On dirait qu'on n'a effectivement pas avancé, que les mêmes problèmes sont là, les décalages, les contradictions que tu as évoquées. Bon, ça, c'est une première remarque générale. Et mes deux questions sont les suivantes. Toi qui as regardé tout ça de très, très près, as-tu l'impression qu'il n'y a pas même une régression, en ce sens qu'il y a quelques années, quand on était jeune, il y avait une flopée de rapports de fonds
de grandes personnalités, je pense bien sûr au rapport Jeannet, mais à bien d'autres, qui au moins essayaient de poser le problème. Comme tous les rapports, ils étaient enterrés dans des placards de ministère ou des décisions présidentielles, mais au moins on sentait je dirais pas un bouillonnement, mais une volonté de prendre les choses globalement et pas par petits bouts. Donc, est-ce que tu as repéré des tendances? Est-ce que je viens de dire est faux? Est-ce que tu as repéré une tendance qui n'est peut-être pas celle de rapport d'une grande personnalité, mais qui traduit ce souci? Donc, ça, c'est ma première question. Deuxième question, tu as dit que tu étais surpris de voir qu'on évoquait peu l'objectif de lutte contre la pauvreté. Or, tu sais aussi bien que moi que quand on a mis l'accent au niveau international sur la lutte contre la pauvreté, on a été un certain nombre à penser que c'était une manière d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire même si tout le monde est contre la richesse mal répartie, etc., mais c'était un moyen de ne pas poser les problèmes de développement, au moins entendu au sens traditionnel, de transformation des structures qui, elles, sont d'autant plus, dangereuses pour l'hégémonie d'un certain système. Et donc, je ne vois pas, disons, la critique qu'on peut faire en disant on ne parle pas de pauvreté, ou alors j'ai mal compris ce que tu voulais dire, mais qu'au contraire, on ne parle pas d'objectifs fondamentaux. Ça, tu as raison, mais l'objectif fondamental, ce n'est pas la lutte contre la pauvreté, c'est la transformation des structures productives, la possibilité d'avoir un développement, quel que soit le type de définition qu'on peut lui donner, même si on peut peut-être arriver à certains accords en la matière. Voilà, merci. Oui, merci Michel. Donc, tout d'abord, la régression, oui, je suis d'accord. Et moi, la régression, je la situe tout particulièrement lors de l'adoption de ce que je pense être la nouvelle doctrine en la matière, c'est la diplomatie économique. Parce que 2013 et Laurent Fabius, la diplomatie économique, c'est vraiment tirer la couverture à soi, mais ce n'est plus fait uniquement de manière plus ou moins cachée dans les archives, ça devient tout à fait clair. D'ailleurs, à l'époque, je m'étais rendu à une journée du ministère. Tu sais, le ministère organisé, puisqu'il ne le fait plus trop, me semble-t-il, mais il organisait des journées où il présentait son action. Et j'avais identifié une trentaine d'agents du ministère, c'était facile, ils avaient leur badge. Et je venais les voir, j'allais vers eux et je leur disais, ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui était le titre du ministère à l'époque, de qui? Alors, plus de la moitié m'ont dit spontanément, mais de la France. Quelques rares interlocuteurs m'ont dit, qui avaient dû travailler dans la coopération, vu leur âge, m'ont dit des pays en développement. Et les plus malins m'ont dit, c'était bon, 2-3 ambassadeurs, le porte-parole du Quai, m'ont dit, mais des deux. Bon. Mais c'était intéressant parce que ceux qui m'ont dit spontanément de la France, c'était les jeunes. Et voilà, donc d'ailleurs, au début du livre, je remarque que l'oxymore est présent dans l'intitulé même de cette politique publique, puisque l'aide publique au développement de la France peut être lue de deux façons. C'est l'aide publique au développement de la France ou c'est l'aide publique au développement de la France. Et là, avec la diplomatie économique, on est vraiment rentré dans cette seconde acception, l'aide publique au développement de la France. Alors, ça a été favorisé bien sûr par la poussée des émergents, bien sûr, on le voit bien au fil des ans, et également par les ODD, ce qui avait été bien souligné dans un colloque organisé par Jean-Jacques il y a quelques années, ce fameux monde en commun, on est tous en développement, qui en fait cache une régression, me semble-t-il, en matière d'aide au développement.
Et tout cela est décliné de manière systématique dans tous les secteurs. Donc, moi, je vois bien là une régression. D'autant plus, alors, vraiment, je te remercie d'avoir cité Jeannenet, mais moi, j'ai également relu et lu, grâce au livre de François Pacman, ce qu'avait écrit André Postel-Vinet. Alors, là, par rapport à Postel-Vinet, oui, on est dans une très grande régression, hein, puisque c'est même plus du surplace, le surplace dont je parlais tout à l'heure, mais là, une vraie régression. Quand on lit certains textes de Postel-Vinet, on se dit, on a perdu 60 ans. Tous les problèmes étaient clairement posés dès les années 60-70 par Postel. Et on voit bien qui a bloqué, puisque quand on lit le journal de l'Élysée, Focard et Pompidou disent, mais il nous embête, ce Postel-Vinet, il nous bloque tout. On ne peut rien faire à cause de lui. Et pourquoi restait-il en poste, me semble-t-il, hein, parce que moi je ne le sais pas, mais je pense grâce à son passé de résistant. Bon, voilà. Alors, que peut-on faire quand on voit que de telles, hein, de telles personnalités n'ont pu rien faire? Ben, on se sent vraiment désarmé, quoi. Enfin, non seulement dans une régression, mais désarmé. Alors, la régression, d'autant plus qu'on nous parle quand même de transparence, ce que je disais tout à l'heure. Hein, on communique. Bon, moi, je n'ai pas de téléphone portable, hein, mais bon, on communique de tous les côtés. On nous dit, mais oui, mais on peut tout connaître et tout, sauf qu'on est noyé dans les datas. Et quand on va au ministère, moi, à l'époque, il y a 20 ans, j'allais au ministère, je ressortais avec le bouquin des réponses des ministres aux questions des parlementaires. Maintenant, je ne peux même plus rentrer au ministère, parce que si on ne connaît pas quelqu'un pour y rentrer, si on ne donne pas un nom, on ne peut pas y rentrer. Alors que moi, j'y rentrais sans connaître personne. Je rentrais dans le couloir et je ressortais avec un bouquin. Donc oui, une régression, oui, 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 tout à fait. Alors oui, par rapport à la deuxième question, la lutte contre la pauvreté. Alors, bon, moi, si vous voulez, si tu veux, j'ai parlé de ça parce que c'est présenté comme un objectif premier de l'aide. Mais bien entendu, enfin, moi, il me semble que le plus important, ce serait d'aider maintenant ces structures d'agroécologie dont je parlais tout à l'heure, style Centre Songhai au Bénin, là où il y a, je pense, matière à faire des choses de manière massive. Hein, parce que, bon, c'est quand même un problème des jeunes, un problème d'emploi massif actuellement. Et on pourrait très bien aller dans cette direction. Très, très bien. Sauf qu'on n'y va pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Marc. Ouais, je crois que Francis a demandé la parole avant moi, hein. Ah, pardon, parce que tout à l'heure, c'est le contraire. Alors, Francis, vas-y. Oui, merci Philippe pour votre exposé. Et ça permet de prendre un peu ce recul. Moi, j'avoue qu'à une époque, quand je faisais ce cours coopération et développement ou politique européenne, coopération et développement, c'était surtout Jean-Michel Severino et les différents travaux, bouquins qu'il avait fait, qui me servaient un peu de référence. Vous avez parlé avant de l'aide déliée, de l'aide liée, etc. Et puis bon, d'avoir une réflexion sur le développement. Grâce à vous, là, on prend du recul et un recul critique sur ce que cette question, comme vous le dites tellement bien, que la logique d'intérêt a largement écrasé la logique de la solidarité pendant toute cette période. Alors moi, ce que je me demandais plus récemment, ce que vous avez dit aussi sur le ministère de la Coopération, j'avais fait l'expérience pendant des années sur un programme interuniversitaire que nous avions au Burkina Faso, le programme de 3e cycle interuniversitaire en économie, pour trouver des interlocuteurs qui changeaient tout le temps. Enfin, j'étais toujours en position de fragilité par rapport aux Canadiens et à l'époque, c'était la fondation les Capacity Building Foundation qui bossait dessus, la Banque mondiale, parce qu'au niveau de la COP française, qui était censée être de pointe, elle était tout le temps aux abonnés absents. Bon, ça, c'est un détail, mais ce que j'aurais voulu, et donc le fait aujourd'hui que le centre de gravité soit déplacé au niveau de l'AFD pour les questions de développement, mais ce qu'on est en train de dire pour la coopération et le développement, vous pouvez le trouver sur l'économie sociale et solidaire depuis 20 ans. La même évolution, on est sur Impact France, sur des trucs, on noie complètement ce qui pouvait être des valeurs ou des principes, comme vous l'avez rappelé à propos de Postel-Vinet ou d'autres tout à l'heure. Mais moi, ce que j'aurais voulu juste à ce niveau-là, c'est
discuter de… Moi, j'ai eu l'impression que sous Sarkozy, alors j'ai plus en tête le nom du directeur de l'AfD, que ça avait été enfin, une catastrophe en termes de… Dovzera, peut-être? Comment? Dovzera? Voilà. Et Donc Dovzera, oui. là, où va-t-on? Puis sous Hollande, il y a eu une femme, mais c'était donc, on commençait à reposer un certain nombre de questions un peu plus en lien avec le développement, même à l'AfD. Donc j'étais un peu rassuré. Là, je ne sais plus la présidence Macron de l'évolution. Mais ce que je voudrais juste apporter à votre réflexion sur la période contemporaine, c'est deux remarques. La première, où je suis moins d'accord avec vous, quand vous dites on a abandonné au niveau de l'AfD, là, je suis la question des micro-projets. Pourquoi? Ben, je m'étais rendu compte il y a déjà 30 ans, quand il y avait les AIPB, quand j'étais en poste au Burkina, les activités administratrices productrices de base qui devaient être financées par l'AFD, qu'elles n'y arrivaient pas. Pourquoi? Parce que c'était des micro-projets, qu'il y avait des files d'attente, comment vous gérez les micro-projets, comment vous les accompagnez, et qu'effectivement, à un moment, c'est très dur. Et on arrivait à votre constat, c'est qu'on préfère financer des projets importants, ça ils savent faire, que de faire de la dissémination de ces projets-là. Donc ça, j'avais remarqué depuis longtemps qu'ils avaient abandonné. Et je me rappelle, c'était des volontaires qui étaient censés gérer ces projets, donc au plancher de la vie économique, pour paraphraser Brodel sur ces questions-là, mais je trouvais ça intéressant. Par contre, ce que j'ai découvert ces derniers temps, alors là, c'est plus par mes engagements citoyens au niveau de l'AFD, et ça rejoint les discussions qu'on est en train d'avoir, Jean-Jacques et Michel aussi, sur la question des ONG, c'est que j'ai découvert, par exemple, puisque je suis engagé dedans, à Commerce Équitable France, il y a un programme, alors il est transversal. C'est-à-dire que ce n'est pas des micro-projets éparpillés, c'est ce programme qui s'appelle entre autres programme Équité. Il y en a un autre qui s'appelle Faire Futur, où c'est quand même des programmes de quelques millions d'euros. C'est pas, évidemment, ça n'a rien à voir avec le financement d'un barrage ou autre, mais comme évolution possible au niveau de l'ASD, sur des programmes transversaux. Et là-dedans, qu'est-ce qui est mis en avant? La lutte contre la déforestation importée, enfin, le soutien aux coopératives locales, on est le commerce équitable, et dans ces coopératives, le soutien qui est apporté à la formation, à leur financement, etc. Mais encore une fois, sur la base d'un programme transversal avec des partenaires locaux. Je dis que c'est peut-être une manière d'éviter la dimension éparpillement des micro-projets. Et j'ai été étonné, alors c'est peut-être une petite lueur d'espoir là-dedans, qu'effectivement, il y avait du répondant au niveau de l'AFD. Alors non seulement là, au soutien à des coopératives Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a un vrai programme qui concerne plusieurs centaines de coopératives engagées dans le commerce équitable sur les différents produits. Et entre autres, un grand débat aujourd'hui, quel avenir pour la filière cacao en Côte d'Ivoire, compte tenu de la catastrophe où on est. Et là, vous savez, Marc Dufumier fait tout un boulot justement sur manière de repenser la question de la culture du cacao. Et là-dessus, l'AFD est quand même assez présente. Et je me dis que c'est peut-être dans ce sens qu'on peut espérer que les politiques de développement, ou au moins on pourrait, nous, dans nos positionnements qu'on prend, renforcer ce type d'approche micro-projet, mais à travers des programmes transversaux et liés souvent à des questions de formation et d'éducation. Oui, juste un mot. Alors, je ne dis pas que rien d'intéressant ne se fait à l'AFD, loin de là. Le problème, c'est que je n'ai pas vraiment le moyen de vérifier et indirectement d'en savoir davantage, puisque je le disais tout à l'heure, c'est quasiment tous les étudiants, et j'en ai eu cette année à peu près 70, qui ont essayé d'avoir des entretiens à l'AFD, ont trouvé porte close. Donc, si, alors, bien sûr, moi je suis le premier à dire, mais oui, mais pourquoi pas? Et il y a certainement des choses intéressantes, d'autant plus qui peuvent se faire, d'autant plus qu'il y a quand même de plus en plus d'étudiants que j'ai moi-même formés. Bon, donc je sais très bien qu'il y a des gens valables et intéressants qui sont prêts à faire des choses intéressantes. Mais alors là où je ne comprends plus, c'est pourquoi on refuse d'en parler de ces choses intéressantes si elles existent. Vous voyez? Puisque moi, je ne peux pas tout savoir. Hein, bah oui, mais je ne demande pas mieux que de le découvrir. Sauf que je vous assure que cette année, mais vraiment, mais c'est 95-98% d'étudiants qui m'ont dit il est impossible, malgré les relances à répétition, d'avoir le moindre entretien. Alors, quand même, sur 3 ou 4 mois, on trouve bien un quart d'heure pour dire quelque chose. Vous voyez?
Hein, bon, on se pose des questions, on se dit, mais c'est bloqué. Bon, voilà, alors là, moi, je ne comprends plus trop, si vous voulez. Hein, mais autrement, non, non, bien sûr, il y a certainement des choses intéressantes, hein, bien sûr. Marc? Ouais, je suis pas un spécialiste de l'AFD, mais je crois quand même que le climat interne, disons, a été meilleur, quoi. Donc, et que la capacité des cadres de l'AFD à discuter, elle se détériore. Bref, la question. Bon, mais ça, je trouve que c'est une question de sauce interne. Je ne sais pas très bien à quel niveau ça s'est passé, si c'est de la période de à autre, mais c'est assez net, hein, quand même. Moi, je voulais revenir en fait sur un point qu'a commencé à attaquer Michel. Et alors, à la lecture de votre bouquin là, et de votre présentation, alors je dois faire un aveu, c'est que je n'ai pas terminé. Hein. Enfin, quand même, j'en ai lu une bonne partie. Il y a une autre contradiction fondamentale qui transparaît, j'ai l'impression, mais qui est, enfin, vous me dites si je me trompe, c'est qu'en fait, toute cette politique de coopération d'APD française en Afrique, elle a un objectif, peut-être pas premier, mais en tout cas principal, prioritaire, qui est de stabilité. Un objectif de stabilité des relations bilatérales et multilatérales, de stabilité des structures politiques et des institutions locales, etc. Et donc, cet objectif de stabilité, il est totalement contradictoire avec, disons, le développement, en gros. Parce que le développement, surtout pour des pays pauvres, ça consiste justement à ne pas rester à l'identique. Hein, c'est ce que disait Michel, c'est de la rupture, du changement structurel, la transformation, etc. Donc, il y a une contradiction flagrante entre toute cette politique qui vise à stabiliser les pouvoirs, les institutions, les pays, les secteurs, etc., et l'objectif évoqué par ailleurs, mais comment dire, de manière de plus en plus aérienne, qui est celui du développement. Et c'est assez inquiétant. Alors, j'ai après une question, mais je ne sais pas très bien, c'est un peu hors sujet par rapport à votre propos, donc sentez-vous libre, mais j'ai l'impression que la politique d'aide au niveau de l'Europe, la Commission européenne, a à peu près la même démarche. C'est-à-dire un objectif implicite, mais qui est quand même au premier plan de stabilité des structures locales, et en particulier politiques et institutionnelles, des partenaires au Sud, et qui n'est pas forcément, encore une fois, compatible avec le développement. Et la question du coup que je me posais, mais c'est comment dire, la pratique française en matière d'APD, dans quelle mesure est-ce qu'elle a influencé ou contribué à structurer la pratique européenne? Oui. C'est vraiment une question ouverte. Moi, je l'avais vu parce que j'ai plus travaillé sur la coopération européenne que française. Au moment des printemps arabes, par exemple, l'Europe ne savait plus très bien comment naviguer, stabilité, instabilité, soutenir les nouvelles forces en présence et les nouvelles dynamiques, ou au contraire envoyer des flics ou de la formation de flics à Ben Ali. Bon, c'était tout le monde était un peu perdu là-dedans. Et je pense que c'était cette contradiction fondamentale entre une pratique de stabilité, enfin, d'un objectif de stabilité qui a l'air d'être effectivement daté de la décolonisation, oh là là, on touche à rien, hein, et l'objectif de développement et de transformation économique et sociale qui comment dire, qui apparaît naturellement dans les sociétés des pays partenaires. Voilà. Oui. Alors, bon, pour la stabilité, bien sûr, c'est, je pense, l'objectif politique majeur depuis toujours. Et oui, c'est la politique du MAE. Ça a été très bien illustré lors de la dernière succession au Tchad, où Macron, finalement, s'est trouvé en contradiction totale avec son discours de Ouagadougou. Mais évidemment, bon, là, il y a aussi le contexte du Sahel, le contexte de sécurité, mais bien entendu, de manière générale, oui, c'est vrai que c'est cet objectif de stabilité. Sur l'Europe, oui, j'utiliserai là aussi le terme qu'utilisait Michel tout à l'heure de régression, dans la mesure où le nouvel accord qui succède à Cotonou nous montre que le développement n'est plus qu'un élément parmi d'autres, hein, puisque le FED a été fondu dans un instrument plus général. Le développement est finalement un élément parmi 7 ou 8 autres, dont les migrations, la migration et la sécurité.
Donc là, clairement, je pense que on va aller vers encore davantage d'attention accordée à ces deux thèmes plutôt qu'au développement. Et enfin, il y a concernant l'Europe quelque chose d'assez troublant en ce qui concerne les fameux dom-toms. Bon, le sujet a été très couvert en France pendant de longues années sur les dom-toms. Ça a été critiqué par la gauche quand la droite le faisait, hein, l'aide aux dom-toms qui n'a rien à faire, à mon avis, dans l'aide au développement. Quoique Severino, dans son livre, disent qu'il se pose la question de savoir si ça peut faire partie ou non de l'aide. Moi, il me semble que c'est évident, l'aide de la France à la France, ce n'est pas de l'aide. Mais bon, donc cette aide au dom-tom critiquée par la gauche a été pratiquée par la gauche, et je pense qu'actuellement, bon, il n'y a plus que Wallis et Futuna, depuis que Mayotte est sorti en 2011, mais je pense que le problème a été déplacé vers l'Europe, puisque les fameux PTOM, par exemple au niveau du Fed, reçoivent de l'aide au développement, que je sache. Donc là c'est encore une illustration concernant, bah oui, finalement, le fait que l'on néglige l'aide au développement et que ce soit une variable d'ajustement. C'est aussi une des conclusions à laquelle je parviens. En fait, on utilise l'aide pour faire beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'aide, et c'est une illustration de plus. Qui veut participer au… Moi, j'ai levé la main. Catherine et Marc qui ont demandé la parole. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Catherine et Marc. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, en vous écoutant, j'ai plusieurs réactions autour des micro-projets. Ça devient tellement… Déposer une demande d'aide pour un micro-projet, il faut un professionnel quasi pour monter les réponses, les dossiers pour l'AFD. Enfin, moi, j'ai vu ça à travers les programmes dans lesquels je m'étais retrouvée à titre associatif, ou que le GMD va rejoindre après là, avec le projet Ganguiné. Mais c'est extrêmement lourd, les demandes de financement de projets, c'est vraiment extrêmement lourd. Moi, je me souviens que les deux coordinateurs du programme avec la Guinée, ils s'y passaient des mois, mais des mois, quoi. C'est vraiment énorme, avec des questions, des allers-retours de dossiers. Et puis, donc, on avait un suivi de l'AFD qui participait aux réunions des comités de pilotage, etc., où en plus, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de qui est la personne en charge à l'AFD de ce suivi, des réactions plus ou moins positives, des appuis renforcés ou pas. Et avec, on a vu quand même passer plusieurs responsables AFD, plusieurs chargés de mission AFD dans ce programme. Et régulièrement, on voyait qu'eux étaient sous des grosses pressions. C'est-à-dire que c'était pas non plus évident pour eux de faire le boulot. Et l'autre donnée qui est importante, c'est qu'est-ce qui se passe côté ambassade. Parce que alors, vous avez parfois des gens, ça on l'a vu sur nos différents programmes de coopération avec le GMDEV, vous avez quelqu'un qui a envie de bosser dans une ambassade. On a eu le cas au Mali, bon, on avance. Vous avez un espèce de… Enfin, j'allais dire un gros mot, j'allais dire un gros connard, hein, parce que c'est plusieurs fois un peu ce qu'on a eu, des gens complètement obtus qui sont là pour leur carrière, qui n'ont rien à faire de ce qui se passe dans le pays, ça bloque tout. Y compris des trucs qui devraient marcher sans souci. Là, sur les dernières années du programme Guinée, il y a eu des turnovers à l'ambassade, mais il y a eu un moment où même aux assemblées générales annuelles, au comité de pilotage, alors que théoriquement l'ambassade était partie prenante, ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas. On les appelait, c'était complètement… oui,
mais tant pis. On a des gens qui ne venaient pas aux réunions. On savait pas. Alors certains, on avait des gens qui arrivaient du ministère des Affaires étrangères. Bon, c'est un problème aussi de personnes. Il y en a qui sont motivés pour faire leur boulot, qui s'intéressent effectivement aux questions de développement, et d'autres non, ça les intéresse pas. On a vu ça aussi pour des ambassadeurs. Parce que j'avais juste une petite remarque, les DOM-TOM, ça n'existe plus, hein. Maintenant, c'est DOM-COM, c'est des collectivités, on n'a plus de territoire. Ça fait un petit moment. Mais effectivement, c'est parfois un petit peu compliqué. Et c'est très difficile parfois, effectivement, d'avoir des informations en interne et des réactions, que ce soit du côté des personnes en charge dans les ambassades localement ou du côté de l'AFD, où on a eu quand même aussi affaire à des gens très motivés qui avaient envie de faire avancer le schmilblick. Mais j'ai l'impression qu'en interne aussi, c'est compliqué côté AFD, quoi, que les consignes ont aussi des évolutions. Désolée pour ma grossièreté, mais des fois, c'était vraiment très énervant d'avoir… en fait, c'est pas d'avoir en face, c'est de ne pas avoir de répondant en face avec des trucs qui étaient pourtant très simples. Peut-être qu'on peut prendre l'intervention de Marc Pilon, et puis Philippe, tu réagis après. Oui. Ouais. Bah, merci beaucoup à Philippe pour sa présentation, et puis derrière, c'est très très gros travail qui a été réalisé. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aide publique au développement. Ma question était un peu, alors, qui dépasse le cadre de ton livre, mais c'est un peu une mise en perspective de savoir si tu avais connaissance de travaux similaires réalisés d'analyse de l'aide publique au développement pour d'autres pays du Nord, on va dire notamment d'autres pays européens. Et si oui, est-ce qu'ils aboutissent un peu aux mêmes conclusions? Et par rapport à cette question d'opposition entre logique d'intérêt ou logique de solidarité, est-ce que, par exemple, il y aurait une ligne un peu différenciant les anciennes puissances coloniales d'autres pays? Par exemple, on pourrait éventuellement penser, je ne sais pas, aux pays d'Europe du Nord ou du Canada. Ou bien est-ce qu'effectivement, c'est peut-être ce qui prédomine, que finalement, la logique d'intérêt, elle sous-tend, elle anime toutes les aides publiques au développement, quels que soient les pays qui la pratiquent. Oui. Donc, pour commencer, pour réagir à ce qu'a dit Catherine, oui, le phénomène de la bureaucratisation, évidemment, il est là, et surtout en ce qui concerne, avant tout, par rapport à l'Union européenne, je pense qu'on le sait bien, tout le monde le sait bien, et certainement que ça freine beaucoup de choses. Oui, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il serait intéressant d'aller peut-être vers plus d'aide directe aux communautés. Bah oui, de toute façon, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si la solidarité, concrètement, se pratique en France sur le plan national, c'est-à-dire qu'on donne des aides directes. Bon, mais dès qu'on passe à l'international, cette solidarité devient influence. Il n'y a pas cette distribution directe. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? On sait très bien que ça va bien souvent partir dans le sable. Oui, mais autant que ça aille à ceux qui en ont besoin, même si, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi, c'est une direction que je pense qu'il peut être intéressant d'aller directement vers ceux qui en ont besoin. Bon, ensuite, alors oui, je parle des dom-toms, mais bon, on se comprend. Hein. Alors oui, les volontaires, les étudiants, bon, moi je pense que là c'est pareil. Si vous voulez, quand même on forme des étudiants dans nos masters développement, et là le GEMDEV est bien placé, depuis très longtemps. Et il y a une matière là, quelque chose à faire. Et d'ailleurs, quand j'ai lu les conclusions, le rapport sur le FSP, où on parle même où des volontaires internationaux témoignent, on voit bien qu'il y a là des choses intéressantes qui se font.
dans le cadre, par exemple, du FSP, bon, FSPI maintenant, il y a des volontaires internationaux qui font des choses intéressantes. Le problème, c'est que c'est à la main de l'ambassadeur. Est-ce que l'ambassadeur est prêt à utiliser ces fonds dans le sens du développement et dans tout le sens qui nous semble intéressant? Ce n'est pas du tout sûr, parce que quand on voit comment sont formés les ambassadeurs et ce à quoi ils pensent, bon, bien souvent, c'est quand même plus une logique diplomatique et d'influence qu'une logique de développement. Et j'ai vu les témoignages dans ce rapport, et même après, on a interviewé la personne qui avait écrit ce rapport et qui nous disait que les ambassadeurs, bien souvent, pensaient plus à faire des cocktails ou des manifestations qui faisaient peut-être davantage connaître ce qui se passait à l'ambassade que des projets de développement. Et un VI montrait aussi, il disait qu'il avait eu affaire à un projet où on lui avait demandé de mettre en scène le président burundais en l'occurrence, alors qu'en même temps, des albinos se faisaient découper en morceaux par des marabouts, etc. Bon, donc là, il y a vraiment des choses à faire, me semble-t-il, qui ne sont pas faites. Alors, Marc, tu parles des autres pays. Moi, il me semble que c'est la même chose partout. Alors, je ne pouvais pas tout étudier, c'est déjà compliqué d'étudier l'aide française, mais d'après ce que j'ai pu quand même lire ou à peu près comprendre, moi, il me semble que, à quelques nuances près, tout le monde a la même, agit peu ou prou de la même façon, et c'est peut-être l'argument pour ne pas changer. En tout cas, Focard le dit très bien dans le journal de l'Élysée. Il dit, mais pourquoi changerions-nous? Si on change les premiers, nous, on sera les dindons de la farce. On se fera avoir vu que tout le monde fait pareil. Donc, ça pousse à ne pas changer. Et ça c'est un vrai problème, parce que je ne pense pas qu'il y ait de coopération vertueuse. Enfin, a priori, je ne pense pas. Mais il faut aller plus loin quand même. On ne va pas partir sur des présupposés, évidemment. J'avais une petite question, mais excuse-moi, Francis. Oui, en fait, par rapport à cette contradiction, la solidarité-intérêt, bon, l'intérêt, donc l'objectif d'influence, de contrôle, etc., ça fait un peu souvenir d'empire. Bon, pourquoi pas? Mais la vraie question que je me posais, c'est est-ce que c'est efficace au niveau stratégique? Enfin, je veux dire, cette dimension de consolider des soutiens géopolitiques dans l'arène internationale, etc., est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas si on prend les épisodes de Rwanda, l'Afrique de l'Ouest actuellement et le Mali, qui n'est pas vraiment une réussite. Est-ce que ça, effectivement, c'est efficace en termes d'influence stratégique internationale pour la France, de focaliser autant comme ça, d'essayer de garder ce contrôle sur un périmètre post-colonial, on l'appelle comme on veut, dans les pays du champ, bref. Bon, ça, c'est aux politistes que je pose la question, ou à l'économie, je n'ai aucune idée. À mon avis, non, parce que personne n'est dupe. Et les gens, les premiers, ne sont pas dupes. Il suffit de voir l'image de la France sur place. On sait très bien. Il y a quelques années, un ambassadeur avait étudié 5 projets dans le pays où il était. Et il avait remarqué que les 5 projets, finalement, avaient périclité, enfin n'existaient plus au bout de 5 ans. C'est-à-dire que oui, non, mais ça ne marche pas. Donc, les gens ne sont pas dupes, ils voient bien ce qui se passe. Ils voient bien qu'en fait, ce soutien, c'est le soutien aux dirigeants et ce n'est pas forcément très honorable, puisque même, je me rappelle, dans une archive, j'avais lu, oui, on soutient les dirigeants en place. Et d'ailleurs, le rédacteur écrivait, ce n'est certes pas très honorable, mais on n'a pas le choix. C'est toujours le même argument. Il n'y a personne pour prendre la place. Bon, ce qui est quand même facile. On disait ça pour Aïdjo, mais le temps, il y a quand même des années qui sont passées. Et pourtant, on le disait tout à l'heure, c'est le fils de Déby qui a remplacé son père. Donc, et je me souviens à ce sujet, en 2008, une ONG était allée voir Monsieur Afrique de l'Élysée et avait posé la question, mais pourquoi
n'est-ce pas quelqu'un d'autre? Pourquoi et le responsable de la cellule, enfin de l'Afrique à l'Élysée a dit, mais il n'y a personne pour mettre à la place. Voilà, donc Il n'y a non, personne qu'on connaît, en fait. oui, bah oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, non, je pense pas que ce soit sur le long terme que ce soit efficace parce que les gens ne sont pas dupes, encore une fois. Ah, oui, hein, même un analphabète, il comprend vite. Hein. Francis. Oui, juste, enfin, quand même pas entre la France et les autres pays européens sur la question de l'aide. Justement, je pense que là où on a complètement loupé le coche, c'est qu'en France, on avait un ministère de la coopération et du développement, et qu'on avait dans les pays des missions de coopération et d'action culturelle qui étaient justement distinctes de la dimension diplomatique et donc censées défendre des intérêts. Et là-dessus, on est passé à côté, c'est-à-dire que le ministère de la coopération a été plus un lieu d'influence qu'un lieu effectivement où on a pu développer des formes de développement. C'est quand même, disons, une distinction de la manière dont s'est faite la politique de coopération de la France par rapport aux autres pays. Maintenant, c'est aligné, puisqu'on a fait absorber la mission de coopération au sein des ambassades, dans les services de coopération et d'action culturelle, mais qui sont sous la coupe directe de l'ambassadeur avec tout ce que vous dites, ce qui fait que la dimension développement disparaît littéralement, puisqu'elle ne peut plus être défendue, et que donc on a une AFD, comme les autres pays ont leurs propres agences de développement, la GTZ ou autre en Allemagne. Ça, c'est une remarque. Après, sur la dimension aussi stabilité, ce que soulevait avant Marc Leutier, moi, par exemple, il y a 2 points que je trouve assez lamentables de la part de la France. Comment a-t-elle pu aller s'enferrer dans l'opération au Mali quand on sait justement ce que ça peut signifier, quand on a un minimum de connaissance du terrain? C'est la même chose à petite échelle que les Américains ont pu faire en Afghanistan ou ailleurs. Au lieu, il pouvait y avoir des interventions militaires ponctuelles à un moment pour défendre telle ou telle chose, comme ils l'ont fait pour la défense de Bamako, mais aller s'enliser comme ça s'est fait, et en se mettant maintenant l'ensemble des populations à dos pour toutes les mêmes raisons qu'ont connues les puissances d'Italiens dans d'autres pays, de l'Irak à l'Afghanistan. Bon, voilà, c'est des fautes politiques majeures. Et je pense que les derniers exemples, mais j'ai lu pourtant plusieurs interviews, il y avait un mouvement de résistance à Idriss Déby au Tchad, qui était ni islamiste ni djihadiste, il se revendiquait lui-même comme laïque. La France l'ignore et a préféré faire confiance au fils d'Idriss Déby, et donc à l'entourage d'Idriss Déby. Mais c'est juste lamentable. Et là, ça rejoint ce que disait Marc avant, la stabilité avant tout, quoi. Et dernière remarque, et là j'en suis aujourd'hui très affligé, alors est-ce que c'est comme citoyen français ou autre, c'est effectivement la perte en 10-15 ans de présence de la France, alors soit du fait de la concurrence aussi de l'aide chinoise, on le voit bien, aujourd'hui des milices armées russes au Mali, etc. C'est-à-dire que justement, il n'y a plus de précaré, il n'y a même plus de prédominance de la France, peut-être encore dans quelques pays, mais alors à quel prix? Au Gabon, au Togo, je ne sais pas, vous voyez, ou au Côte d'Ivoire. Mais sinon, il y a un reflux complet de ce qui pouvait être à un moment encore une certaine vision des actions ou des projets de développement. En tout cas, les autorités, on a l'impression que le pouvoir politique n'a plus du tout ni de politique, ni de vision, quelle qu'elle soit, sur les questions de développement. En dehors de tout ce qu'on a dit, peut-être quelques interstices de l'AFD. Oui, alors oui, donc oui, c'est d'autant plus dommage par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux missions d'aide et de coopération, que les missions étaient plus riches que les ambassades à l'époque et que le personnel, ben, moi j'ai été coopérant, mais il y a eu des coopérants quand même qui avaient des idées tournées vers les gens. Hein, il y a eu quand même plusieurs générations de coopérants. Et au moins, il y a une génération, enfin, il y a eu des coopérants, oui, qui pensaient développement. En tout cas, enfin, moi, c'était mon cas, mais ben, on était peut-être aussi bridés parce qu'on nous serinait, on nous disait attention, devoir de réserve. Enfin, moi, ça ne m'a pas empêché. Moi, je me suis fait virer. Hein, j'étais en Mauritanie, j'ai été renvoyé. Bon. Mais bon, j'ai fait soutenir. Que j'allais te rappeler. Oui, oui. Mais bon, quand même, j'avais fait soutenir par un étudiant un mémoire sur l'opposition politique et, ça, je n'avais jamais eu autant d'amis à Nouakchott qu'après cette affaire-là.
on voyait bien que les gens avaient envie et ils appréciaient ce genre de démarche. Hein, bon, alors évidemment, moi, on m'a dit rentre en France. Oui, j'ai dit, mais il y a plus de place dans l'avion parce que j'avais voulu rentrer, mais c'était plein. Et l'ambassadeur m'a dit, attendez, ne vous en faites pas. Et 1 heure après, il y a une place qui s'est libérée. Et il m'a amené à l'aéroport à 8 heures du matin d'ailleurs pour être sûr que je partais. Bon, mais bon, là, on a raté certainement des occasions. C'est vrai, parce qu'on avait et l'argent et le personnel pour faire des choses. Bon, heureusement qu'ils ne venaient pas trop nous contrôler. Moi, je pense que des choses ont été faites. Franchement, mais pas autant qu'on aurait pu. Bon, deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, oui, oui, cette fameuse politique des 3D au Sahel, développement, défense et c'est quoi le troisième? Diplomatie, me semble-t-il. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ça ne fonctionne pas, puisque gagner les cœurs et les esprits, encore une fois, les gens ne sont pas dupes. Et on ne peut pas d'un côté arriver avec des tanks et d'un autre côté faire des puits, puisqu'on ne sait pas. Si on a affaire aux deux en même temps, on ne sait pas avec qui on est. Faire les puits avec les tanks. Ouais, voilà, voilà. Et après, la dernière chose, oui, je n'ai pas bien noté, mais je crois que c'était la perte de la présence française. Oui, tout à fait. Ce que vous disiez, bien sûr, ce que vous avez illustré avec le Tchad, bien entendu. Excuse-moi, oui, dans le chat, je voulais dire qu'il y avait une question sur les sources. Je ne sais pas si vous voyez le chat. Non, enfin, moi je suis très peu, je ne suis pas doué. Hein, je peux vous lire, hein, c'est oui. Quelqu'un qui demande, donc Claire Lefort-Rieux, qui demande donc les références ou les sources que vous mentionniez tout à l'heure concernant le versement d'une part importante de l'APD aux ex-DOM-TOM. Oui, ça, alors, mais ça c'est dans le bouquin. C'est le livre. Dans le livre, quand je parle de l'artificialité de l'aide, je mets un tableau. Il y a un tableau notamment sur les dom-toms et la source se trouve là. Voilà. Donc, mais voilà. Sauf erreur, Jean-Jacques, dans les rapports du CAD, on les trouve, non? C'est ça? Les rapports du CAD de l'OCDE mentionnaient à chaque fois les versements aux départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Oui, d'ailleurs, dans les 10 premiers receveurs, on trouve facilement les départements et territoires d'outre-mer. Je ne sais plus qui voulait prendre la parole. Marc Pilon. Marc, pardon. Oui, pour revenir à cette fameuse logique d'intérêt, là, d'un point de vue strictement, on va dire, économique, est-ce qu'il y a véritablement un retour sur investissement? Et du point de vue des intérêts économiques français, et comment est-ce qu'on a des données de savoir finalement au niveau donc, des acteurs économiques français, publics et privés, comment ont évolué finalement les bénéficiaires du retour sur investissement de l'aide publique au développement au niveau français? Oui, alors, donc là, il y a tout ce que j'ai pu trouver sur le taux de retour. Cette étude de la CEDES, donc cette étude fameuse qui annonce, enfin, qui montre que 70% de l'aide au développement bilatérale revient et 91% de l'aide multilatérale, et on a également à l'esprit ce fameux retour du PNUD qui était de 300% de l'aide française. Donc, à travers les entretiens, oui, il y a eu des éléments montrant que que le retour se fait, oui. Et même parfois, je me souviens de tel interviewé qui était directeur de l'agence de l'AFD au Cambodge, qui nous a dit que le retour était de 100%, par exemple, qui a dit ça à un étudiant. Donc, on a eu aussi des entretiens très intéressants d'ingénieurs de bureaux d'études. Et c'était notamment un ingénieur à la retraite qui, après
voulait revenir sur tout ce qu'il avait dit. Mais l'étudiant a dit, ah, c'est dit, c'est trop tard. Donc, il n'a pas pu trop amender. De toute façon, tout est anonyme. Mais lui montrait très bien que à travers le FASEP, l'affaire du FASEP est très intéressante, puisqu'on voit comment c'est construit à Bercy entre les bureaux d'études, les entreprises, comment les appels d'offres sont pensés, rédigés, et tout se fait au niveau du Trésor avec ce souci, évidemment, que l'entreprise pressentie ait l'appel d'offres. Et bon, ça, on le sait, dans le cahier des charges, on va mettre des conditions qui ne sont remplies souvent que par l'entreprise en question. Et donc là, le retour se fait, puisque telle entreprise avait eu un retour dans l'entretien, c'était des panneaux solaires au Kazakhstan, et avec 500 000 euros de FASEP, on était à plus de 100 millions ensuite de chiffre d'affaires sur les panneaux solaires. Et après, moi, je l'ai appris, hein, peut-être que vous le savez, mais après, quand tout marche bien, si j'ai bien compris, l'entreprise rembourse le FASEP au Trésor. Il rend les 500 000 euros. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça, je me souviens qu'au GEMDEV, on avait constaté, parce qu'à un moment, on s'était posé des questions de répondre à certains appels d'offres. Et en lisant l'appel d'offres, certains membres du GEMDEV disaient « Ah, mais ça, c'est rédigé pour telle personne ou tel cabinet d'études. » C'est-à-dire qu'à travers la rédaction de l'appel à projet, on savait qui allait décrocher l'appel et que c'était donc même pas la peine de se bouger le derrière à rédiger quoi que ce soit parce que de toute façon, il ne serait pas pris. C'était fléché d'avance. Oui, oui. Et bien sûr, et là, c'est là où on voit la politique de l'offre qui fonctionne, puisque les projets, ils sont en fait bien souvent pensés au départ par tel bureau d'études ou par tel agent local de l'AFD ou par tel représentant d'une grande entreprise sur place. Et on voit bien que l'offre, dès le départ, est très installée. Et d'ailleurs, récemment, j'ai entendu quelqu'un qui me disait que ce que la CEDEAO a rédigé, les sanctions contre le Mali, hein, que ça a été rédigé par la France. Hein. Quelqu'un du Quai d'Orsay, j'ai entendu ça de la bouche de quelqu'un du Quai d'Orsay. Donc, on reste bien dans cette politique de l'offre. Enfin, et par extension, si vous voulez. Hein. Je regrette que certains anciens ambassadeurs avec lesquels on a été amené à bosser ou des représentants des SCAC ou des directeurs d'IRD, de centre IRD d'ailleurs, parce qu'on a eu parfois effectivement à travailler avec des gens qui étaient très mobilisés et qui avaient envie que les choses avancent. Et c'est vrai qu'il y a aussi une question de personnes et du pouvoir qu'on leur laisse localement. Quoi. Et c'est vrai que c'est... Moi, je regrette. C'est vrai que notre programme au Mali, qui a duré 11 ans, on a vu passer 4 ambassadeurs. Je crois que c'était impressionnant. Le changement d'attitude en fonction de l'ambassadeur ou de l'attaché de coopération qui était là. Bon, soit on peut faire avancer les trucs et arriver à donner la priorité aux acteurs locaux ou pas. Et c'est vraiment... bon. Je n'ai pas l'impression que ça soit simplifié. Bon, écoutez, l'heure avance, et peut-être les uns les autres, vous avez tous un emploi du temps bien chargé. Je me demande si ça ne vaudrait pas la peine que l'on poursuive cette discussion, parce qu'il y a notamment un point qui a été évoqué par Francis en disant il y a du répondant du côté de l'AFD pour un petit peu sortir d'une logique micro-projet, vers des logiques beaucoup plus intégrées. Et ça, moi, je sais personnellement, ça m'intéresse, enfin pas personnellement, mais ça m'intéresserait de comprendre véritablement quelle est la logique qu'il y a là-dessous. Est-ce que c'est vendre la poudre aux yeux ou est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, comme le dit Philippe en disant pourquoi si ça fonctionne bien, pourquoi on ne l'analyserait pas et on ne le dirait pas. Et ça me rappelle aussi, par exemple, toutes les ONG, les bureaux associatifs français qui sont impliqués dans la fameuse opération
les 3 frontières au Sahel, et ils s'arrachent tous les cheveux dans tous les sens pour essayer de faire quelque chose de cohérent. Et tout ça, c'est quand même largement financé par l'Agence française de développement. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Troisième point, moi, c'est on n'est pas resté là-dessus longtemps parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Mais à un moment donné, Philippe, tu as dit il y a une remise en cause depuis 2015 avec les ODD, avec le sigle, finalement le paradigme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, on est tous en développement. Ouais, ça, c'est voilà. Et ça, je me demande si on mesure les conséquences que ça peut avoir sur les pratiques de coopération. Parce que ce n'est pas anodin de dire ça. Ça veut dire quand même de tirer un trait sur les spécificités historiques, géographiques, économiques du développement. Et je reprendrai alors en paraphrasant ce qu'a dit Michel et Marc et les autres, ces questions de transformation des structures, est-ce que ce n'est pas finalement oublié dans ce paradigme-là? On est tous en développement. Moi, ça m'interroge énormément. Et Jean-Jacques, si je peux me permettre, ça rebondit quand même beaucoup tout ça, et je crois qu'on tourne autour, en tout cas au GEMDEV, avec le séminaire qu'on n'a pas pu faire il y a 2 jours sur la notion de développement, la question du développement actuellement, etc. quoi, tu vois. Tout à fait. Cette formulation un peu fourre-tout, elle voit le poisson, mais elle ne répond pas à la question. Exactement. Je me souviens aussi dans une rencontre des ONG avec l'AFD, j'avais posé moi la question au directeur qui était présent de pourquoi l'AFD ne finançait pas plus les projets de développement, entre autres en Afrique, et la réponse avait été, mais nous sommes une banque, nous appliquons en ce qui concerne l'aide au développement, nous appliquons ce que le gouvernement nous demande de faire. Point. Donc c'était quand même très… Ça a un peu changé, mais il y a peut-être des marges de manœuvre, c'est ce qu'on… Voilà, mais Jean-Jacques, tout à fait, parce qu'on est tous en développement, c'est ce que disait Rioux lors du colloque Expertise France, mais attention, un peu plus loin, aussi bien lui que Miraillé, je le disais tout à l'heure, ont vraiment très clairement remis en cause la conception solidaire du développement. Ils ont dit, c'est très bien, c'est très beau la solidarité, mais il faut aussi passer à autre chose. Donc, derrière cette phrase, d'ailleurs, le nouveau slogan de l'AFD, c'est le monde en commun. Bon, mais derrière ça, il y a une remise en cause de la dimension solidarité. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Si je peux me permettre, ça me fait penser au titre du film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, Don't Look Up. C'est à peu près pareil, le monde en commun. Là, exactement, on en est là. Bon. Écoutez, peut-être qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord à toi, Philippe, d'avoir pris du temps pour nous exposer ton ouvrage, que je recommande chaleureusement et chaudement, parce que il y a des passages qui dépassent l'entendement. Quand vous lisez des phrases de Gaulle ou de Focard, vous dites, ben voilà, c'est impressionnant, quoi, impressionnant, vraiment. Bon. Et puis merci à vous tous. Et puis peut-être gardons, si vous en êtes d'accord, les uns les autres, un peu cette idée de poursuivre la discussion, comme l'a suggéré aussi Marc Lautier tout à l'heure. Voilà. Ça voudrait dire quoi de faire une réunion autour de ces questions prochainement? Oui. Je pense. Oui, de toute façon, la réunion sur le développement est… Vas-y Claire, je te laisse conclure. Oui. La réunion sur le développement a juste été repoussée. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, on peut élargir le cercle des personnes invitées.